Ma sœur m'a envoyé la liste de cadeaux pour sa baby shower, une poussette à 12 000 $, un berceau de luxe et un acompte pour une maison. J'ai éclaté de rire et j'ai répondu, absolument pas, elle a hurlé, dans ce cas, ne te donne même pas la peine de venir. Alors, je ne suis pas venu. Et ce qui s'est passé ensuite a retourné toute la famille contre elle. Tout a commencé par un email intitulé « Nous sommes si heureux d'accueillir bébé Ethan ». L'invitation à la baby shower de ma sœur, complète avec ses polices de caractère pastel, ses ours en peluche flottants et un lien vers sa liste de cadeaux. Au début, j'ai souri. Elle avait toujours été un peu théâtrale, aimant toujours être sous les feux des projecteurs, mais les baby showers ont droit à un peu de futilité. J'ai cliqué sur le lien, m'attendant à voir quelques grenouillères hors de prix, peut-être un ensemble de biberons bio, un mobile tendance. Rien ne m'avait préparé à ce qui s'est réellement affiché. C'était une poussette à 12 000 $ importée de Suède, broderie personnalisée, poignée en cuir véritable, puis un berceau à 6 800 $ d'une boutique de Los Angeles qui, apparemment, ne fabrique que 5 berceaux par an, un chauffe-lingette à 400 $, un seau à couche qui nécessitait son propre service d'abonnement, et puis, tout en bas, une cagnotte pour un acompte sur une maison. L'objectif, 100 000 $, et pas la moindre trace d'une blague. J'ai fait défiler la page 2 fois, puis j'ai ri si fort que j'ai dû m'asseoir. Je veux dire, je gagne bien ma vie, mais je n'allais pas claquer une paie pour que son nouveau-né puisse faire la sieste dans quelque chose de plus cher que ma première voiture. Honnêtement, j'ai cru qu'elle s'était fait pirater, ou que son mari, ce petit escroc suffisant qu'elle avait épousé, avait pris le contrôle de la liste et l'avait transformé en une sorte d'arnaque. Alors, je l'ai appelé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être des rires et un embarrassé, oh mon Dieu, Barbara, c'est juste une blague. Mais au lieu de ça, elle a dit qu'elle n'appréciait pas que je l'appelle sur ce ton et m'a rappelé qu'il était en train de construire une vie maintenant, que leur cercle était plein de gens généreux qui comprenaient ce que signifiait investir dans la famille. Je lui ai dit que j'apporterais un coffret de livres et une couverture faite à la main, comme n'importe quel être humain normal. Elle a répondu, si tu ne peux pas soutenir notre vision, alors ne te donne pas la peine de venir. Puis, et je n'oublierai jamais ça, son mari a pris le téléphone et a dit exactement ceci, si tu ne veux pas faire partie du futur, alors reste dans le passé. Alors, je suis resté dans le passé, à la maison, avec un verre de vin et des lasagnes chaudes. Et je n'ai pas envoyé de cadeau. Je pensais que ce serait tout. Mais oh non. 3 jours plus tard, je me suis réveillé avec 3 appels manqués, 2 SMS en colère de notre cousine Marie et une publication Facebook longue comme un roman de ma sœur qui commençait par « Certaines personnes ne supportent tout simplement pas quand les autres réussissent ». Toute la publication était l'hymne d'une martyre sur la fausse jalousie familiale et le fait qu'ils étaient punis pour avoir rêvé grand. Je l'ai ignoré pendant une journée. Puis Jenny, notre autre cousine, m'a envoyé des photos de la fête. Ma sœur était passée en mode influenceuse à fond. Photographe professionnelle, arche de ballon de la taille de petits immeubles. Une immense table étiquetée, présentoir à cadeaux, qui, apparemment, est restée presque complètement vide, à l'exception de quelques cartes cadeaux et de 2 ou 3 petites boîtes. Pas de berceau, pas de poussette. Alors, d'où venaient les photos? Elle en a posté de nouvelles le lendemain, montrant toute la chambre de bébé. Chaque article de la liste de cadeaux, magnifiquement agencé, avec une longue légende sur le fait d'être entouré de soutien. Mais quelque chose clochait. Les étiquettes étaient encore sur tout. Il a fallu exactement 5 minutes à mon frère pour comprendre. Il a fait une recherche d'images inversées pour la poussette et l'a trouvée sur un site de location de luxe pour bébé. On pouvait louer ces choses pour 300 $ par jour. Séance photo, contrat avec des influenceurs, baby shower. Ma sœur avait tout loué, pris les photos et tout retourné le lendemain matin. Donc, ce n'était plus seulement de la cupidité. C'était une illusion, une performance, un fantasme qu'elle voulait que tout le monde l'aide à jouer. C'est là que j'ai arrêté de rire, parce que je savais quelque chose qu'elle ne pensait pas que je savais, et Jean avait fini de jouer le jeu. La vérité, c'est que j'avais gardé le silence bien trop longtemps. Ma sœur était comme ça depuis des années. Imprudente, pleine de droits, obsédée par les apparences. La plupart des gens de la famille la voyaient juste comme un peu extravagante, un peu trop portée sur les marques, le luxe, tout ça. Mais moi, je savais mieux. Je savais ce qu'elle était vraiment. En 2020, quand elle est revenue vivre chez papa et maman pour quelques semaines. Elle est restée 6 mois. Elle n'a pas payé de loyer, n'a pas levé le petit doigt. Elle prétendait chercher du travail,
mais je la voyais en pleine journée sur son ordinateur portable en train de crier après un croupier en ligne pour avoir truqué une main. Elle jouait constamment, poker, blackjack, paris sportifs, tout. Elle a dilapidé ses économies en 3 mois. Puis elle a vendu son ordinateur, ses bijoux. Un soir, je suis rentré et elle pleurait dans la cuisine. Elle a dit qu'elle était endettée, m'a supplié de ne rien dire à maman. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai couverte. Je lui ai même prêté 1200 $. Cet argent a disparu en 3 jours. Elle m'a dit qu'elle me rembourserait après avoir eu une série de victoires. Mais j'ai laissé tomber. Je pensais qu'elle était peut-être juste perdue, mais ensuite elle a commencé à voler. Elle a transféré de l'argent du compte de maman, a acheté quelque chose sur une application, puis l'a retourné contre de l'argent liquide. Elle a prétendu que c'était un accident. Maman l'a cru, a dit qu'elle était sous pression, m'a dit de ne pas empirer les choses, alors je ne l'ai pas fait. Et nous voilà, 4 ans plus tard, elle est enceinte, mariée, et se comporte comme une Kardashian de banlieue, exigeant des dizaines de milliers de dollars de notre famille pour un enfant qui n'était même pas encore né. Quand elle a posté cette fausse photo de chambre de bébé en remerciant tout le monde d'avoir réalisé ses rêves, j'ai craqué. Je ne l'ai pas dénoncée publiquement, je ne suis pas comme elle. Mais j'ai appelé tante Deb. Je lui ai demandé si elle avait vraiment l'intention de contribuer à la cagnotte pour la compte. Elle a ri et a dit non, mais a admis qu'elle trouvait tout ça un peu excessif. C'est là que je lui ai tout raconté. Le jeu, les faux cadeaux, les locations pour Instagram. Je lui ai dit qu'elle n'aidait pas une jeune maman en difficulté. Elle finançait une illusion. Au début, tante Deb était abasourdie. Puis elle s'est mise en colère, car elle leur avait déjà envoyé 2000 $. La nouvelle s'est répandue rapidement. Deb en a parlé à son mari. Il en a parlé à leurs enfants. En 48 heures, 6 personnes m'avaient appelé pour connaître toute l'histoire. Je n'ai rien retenu. J'étais fatigué de protéger quelqu'un qui n'avait jamais fait qu'utiliser les gens. Et puis sont venues les retombées. Ma cousine Jenny s'est désistée de la fête post-natale. Mon oncle Rob, qui avait proposé d'aider à la rénovation de la chambre, a tout annulé et l'a ignoré. Quelques amis de la famille qui avaient répondu présents ont soudainement eu d'autres projets. Mais le coup le plus dur est venu du côté de son mari. Sa belle-mère a appelé ma mère. Elle était polie mais directe. Elle a dit qu'ils avaient des impressions étranges de la part de ma sœur depuis des mois. De l'argent qui disparaissait, des dépenses étranges, des crises émotionnelles. Ils ne savaient pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'ils entendent ce que j'avais dit à tante Deb. C'est là qu'ils ont confronté ma sœur et, apparemment, elle a craqué, a admis avoir emprunté sur leur compte, a menti sur une partie, a blâmé le stress, a essayé de transformer ça en une histoire à faire pitié, mais ça n'a pas marché. 2 jours plus tard, son mari est parti. Pas de façon permanente au début. Il lui a dit qu'il avait besoin d'espace, qu'il allait rester chez ses parents jusqu'à la naissance du bébé. Elle était humiliée, mais au lieu de s'excuser ou de faire quoi que ce soit de vaguement normal, elle a redoublé d'efforts. Elle s'est présentée chez moi. En plein milieu de la journée, sans prévenir. J'ai ouvert la porte et elle était déjà en pleine tirade. Elle m'a dit que j'avais ruiné sa vie, que j'étais jalouse de sa famille, que tout allait bien jusqu'à ce que je commence à répandre des mensonges. Je suis resté là, à la laisser parler. Puis je lui ai dit qu'elle avait de la chance que je n'ai pas raconté le reste à tout le monde. Parce qu'il y avait plus. Tellement plus. Elle avait de nouveau volé de l'argent à maman l'année dernière. 5000 $, prétendant qu'elle en avait besoin pour des vitamines prénatales et des meubles. Elle les a dépensés en un week-end dans un casino d'Atlantic City. Maman l'a couverte, mais maintenant, les gens en avaient assez de couvrir ses arrières. 2 jours après qu'elle m'ait hurlé dessus, maman a finalement craqué aussi. Elle l'a appelé et lui a dit qu'elle ne lui donnerait plus un centime. Puis elle a créé une conversation de groupe avec la famille et a envoyé un seul message, plus d'argent. Si vous choisissez de l'aider, faites-le en connaissance de cause. C'était fini après ça. Ma sœur a posté une dernière chose sur Facebook, une vague citation sur la trahison et les serpents dans l'herbe. Elle l'a supprimée 6 heures plus tard, probablement parce que personne n'a commenté. Mais ce n'était que le début de sa chute. La 3e partie, c'est quand les choses s'aggravent. Beaucoup plus. Après le message de groupe de maman, celui où elle disait clairement à tout le monde, si vous choisissez de l'aider, faites-le en connaissance de cause, le silence n'était pas seulement perceptible. Il était glacial.
Pas de dispute, pas de réponse dramatique, juste le calme. Le genre de calme qui s'installe juste avant que tout ne s'effondre. Ça a commencé doucement. Son amie d'université, Alyssa, s'est désidentifiée de toutes les photos de la baby shower. Sa collègue du studio de yoga, celle dont elle se vantait toujours d'être comme une sœur, l'a retirée de sa liste d'amis proches sur Instagram. Et la babysitter qu'elle avait engagée des mois à l'avance pour l'aider après la naissance, est soudainement devenue indisponible pour une urgence familiale. Mais la plus grande fissure est venue de sa belle famille, les parents de son mari. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient été compréhensifs, souriant à tout. Même quand elle avait fait cette liste de cadeaux ridicules, ils n'avaient rien dit. Mais une fois qu'ils ont entendu parler du jeu, de l'argent volé, de la fausse séance photo, ils ont complètement coupé les ponts. Son mari a commencé à passer plus de temps loin d'elle. Il lui disait que c'était pour garder les choses calmes pour le bébé. Mais je savais la vérité. Il construisait sa sortie. Brique par brique. Je pouvais le voir dans son silence. Il n'allait pas revenir. C'est là qu'elle a paniqué. L'argent qu'elle avait reçu de la liste de cadeaux, disparu. Elle l'avait dilapidé en quelques semaines. La plupart des articles qu'elle avait postés étaient des retours, des locations ou des emprunts. Le berceau de luxe était de retour à l'entrepôt. La poussette avait été une location d'une journée pour 290 $. Même le sac à langer de créateur était en vente en ligne. L'étiquette était encore dessus. Puis, tante Deb lui a envoyé un email. Elle demandait le remboursement de ses 2000 $. Pas de drame, juste un message court et sec, compte tenu des circonstances, j'aimerais que ma contribution soit retournée. J'espère que le bébé va bien. Aucune réponse. Le lendemain, la cousine Jenny a fait de même. Puis l'oncle Rob et Lisa, du côté de son mari, une femme qui n'avait jamais vraiment aimé notre famille mais qui lui avait apparemment envoyé 500 $ juste pour être gentille. Personne n'a obtenu de réponse. Elle les a tous ignorés, espérant probablement que s'ils restaient silencieux assez longtemps, ils oublieraient. Au lieu de cela, ils se sont fait plus bruyants. Les gens ont commencé à parler ouvertement. Personne ne se cachait. Oncle Rob a dit à maman qu'il avait proposé de les aider à refaire la chambre de bébé, mais après avoir appris qu'elle avait flambé leurs économies communes sur un pari combiné soi-disant gagnant, il a retiré l'argent et a dit directement à son mari, « Tu dois partir avant qu'elle ne prenne tout. » Puis son mari m'a envoyé un SMS. Je n'avais jamais eu de vraie conversation avec lui auparavant. Mais maintenant, il voulait des réponses, me demandant si elle avait un problème. Je n'ai pas menti. Je lui ai dit qu'elle était dans une situation grave. Je lui ai parlé des jeux en ligne, des dettes cachées, de l'argent du compte de retraite de maman. De la façon dont elle avait pleuré devant moi, supplié, menti, puis recommencé encore et encore. Il est resté silencieux pendant quelques jours. Puis il l'a quitté. Il a pris ses affaires et a emménagé chez ses parents, lui disant qu'il avait besoin d'espace. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était une distance légale. Il avait déjà commencé les démarches pour séparer leurs finances. Un de ses amis travaillait en droit de la famille. Il ne plaisantait pas. C'est à ce moment-là qu'elle s'est de nouveau présentée chez moi, seule cette fois. Pas de bague, pas de voiture. Elle avait pris un Uber. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. Qu'elle avait peur. Elle n'a pas pleuré. Elle avait l'air épuisée. Pas épuisée façon fausse influenceuse. Vraiment, crûment épuisée. Le genre de fatigue qui fait peur de se regarder dans le miroir. Je lui ai demandé à combien s'élevait sa dette. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé fixement, comme si j'étais censé tout arranger. Je lui ai dit non. C'est là que le coup de grâce a été porté. Notre oncle, celui qui avait co-signé un prêt étudiant privé de 20 000 $ pour elle il y a des années, a reçu un appel. Elle n'avait pas effectué de paiement depuis des mois. Elle lui avait dit que c'était en prélèvement automatique. Ce n'était pas le cas. Il était maintenant légalement responsable du solde total. Il a essayé de l'appeler. Pas de réponse. Puis il m'a appelé. Il a dit qu'il en avait assez. Plus de faveurs. Plus de soutien. Elle n'est pas seulement imprudente, elle est dangereuse, m'a-t-il dit. 2 semaines plus tard, le bébé est né. Un garçon, en bonne santé, parfait. Je n'étais pas là. Aucun de nous n'était là.
Elle a posté une seule photo sur Instagram. Pas de filtre, pas d'accessoires, juste une chambre d'hôpital faiblement éclairée et un nouveau-né enveloppé dans une couverture bleue générique. Pas de tag, pas de légende, juste son nom et la date. Et pour la première fois depuis des années, elle n'a rien demandé. Pas de cadeau, pas de cagnotte, pas de seconde chance. Mais ça n'allait pas durer. Je pensais qu'après la naissance du bébé et le départ de son mari, elle finirait par disparaître. Peut-être se faire discrète pendant un an, panser ses plaies, revenir changer. Mais les gens comme elle ne partent pas en silence. Ils ne ressentent pas la honte comme les gens normaux. Ils attendent, observent, préparent leur prochain coup. Exactement 22 jours après la naissance, j'ai vu son nom apparaître sur le téléphone de Jenny. Jenny et moi étions dans un café. Elle a tourné son écran vers moi comme s'il brûlait un trou dans la table. Le message disait « Je suis dans une meilleure situation maintenant. J'adorerais renouer et reconstruire ce qui compte vraiment. » Pas d'excuses, pas de reconnaissance des faits, juste une proposition de repartir à zéro. Jenny n'a pas répondu. Elle l'a bloqué à la place. Puis est venu l'email de Tante Deb, un modèle copié-collé disant que ma sœur poursuivait activement un plan de remboursement et apprécierait la bienveillance pendant cette période difficile mais transformatrice. Je connaissais ce langage. Il venait tout droit d'un blog de développement personnel sur la faillite. Tante Deb m'a transféré le message avec une seule phrase, « Elle nous prend toujours pour des idiots. » Ensuite, la campagne de sympathie a commencé. Une photo sur Instagram. Le bébé endormi sur un matelas nu. Pas de drap de berceau, pas de couverture, juste une pièce vide et un mauvais éclairage. Légende, seul. Commentaire désactivé. Ça a marché pour quelques personnes. Une de nos anciennes voisines m'a envoyé un message pour savoir si elle pouvait envoyer des vêtements. Une autre a proposé de déposer des couches. Je ne leur ai pas dit non, mais je leur ai dit la vérité, qu'elle avait jeté la plupart de ce que les gens lui donnaient, qu'elle avait vendu un ensemble de biberons neufs et utilisé l'argent pour les machines à sous. Les gens ont commencé à hésiter. C'est là que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. J'ai tout rassemblé. Tout. Une chronologie, des copies de SMS, des reçus, la photo de la fausse chambre de bébé, des captures d'écran de son GoFundMe avant qu'elle ne le supprime, une feuille de calcul des dettes que je connaissais, une liste des personnes à qui elle avait emprunté de l'argent et qu'elle n'avait jamais remboursé. Je ne l'ai pas envoyé à la famille. Je l'ai envoyé à une seule personne, la mère de son mari. Elle n'a pas répondu, mais 5 jours plus tard, ma sœur a reçu des papiers. La garde temporaire a été modifiée. Le bébé restait maintenant avec son mari 3 jours par semaine, en vue d'un accord de garde formel. La réaction de ma sœur, elle est devenue silencieuse en ligne. Plus de stories, plus de citations vagues sur les serpents et la trahison. C'était comme voir un interrupteur basculer. Mais juste au moment où je pensais que c'était fini, elle a fait quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Elle a postulé pour un emploi dans mon bureau. Mon patron m'a appelé, confus, tenant son CV. Je n'ai même pas eu besoin de le regarder. Je savais déjà qu'elle avait menti. Elle prétendait avoir travaillé comme coordinatrice exécutive dans une agence d'événements de luxe en ville. Disait qu'elle gérait des budgets, des chefs d'équipe, même des comptes de célébrités. Cette agence appartenait à un de mes amis. Elle n'y a jamais travaillé. Elle a gardé leur chien une fois. Mon patron a haussé un sourcil et a demandé si c'était une blague. Je lui ai tendu une impression de sa liste de cadeaux, sa publication Instagram avec la fausse chambre et une capture d'écran de sa campagne GoFundMe du mois précédent. Il a hoché la tête lentement, a mis le CV dans la déchiqueteuse et a dit « Ça, c'est une nouvelle ». Je n'ai plus entendu parler d'elle pendant un moment après ça, jusqu'à ce que le message arrive. Numéro inconnu, juste une ligne, tu as tout ruiné pour moi. Je l'ai bloqué. Sans hésitation. Mais quelques jours plus tard, maman a appelé, disant que ma sœur s'était présentée à l'église, seule. Assise au fond. Sans le bébé. Elle n'a parlé à personne. Est partie à mi-chemin. Pas de scène. Pas de performance. Juste l'ombre de ce qu'elle était. Je ne savais pas quoi penser. Peut-être que c'était réel cette fois. Peut-être qu'elle avait enfin touché le fond. Puis j'ai reçu un message d'un ancien collègue. Il m'a envoyé un lien vers un nouveau GoFundMe intitulé « Aider une jeune maman à reconstruire sa vie ». Objectif, $50 000.
Je ne l'ai même pas ouvert tout de suite, mais quand je l'ai fait, j'ai senti mon estomac se retourner. Elle avait utilisé une photo de moi. Moi, tenant son bébé le jour où j'avais visité l'hôpital des mois auparavant. Recadré de près pour cacher les bracelets d'identification de l'hôpital. Faisant croire que nous étions les meilleurs amis, partenaires dans cette histoire de retour. Son argumentaire était plein de mensonges. Elle disait qu'elle élevait son fils seul, sans aucune aide de sa famille toxique et séparée. Qu'elle avait quitté une relation abusive. Qu'elle suivait une thérapie, travaillait à 2 emplois pour essayer de construire quelque chose d'honnête. Et les gens donnaient des centaines de dollars. C'en était trop. Ce n'était plus du désespoir. C'était de la fraude. Voir mon visage sur sa page GoFundMe, c'était comme recevoir une gifle dans une pièce pleine de gens qui ne savaient pas ce qui s'était réellement passé. J'étais là, tenant son nouveau-né, recadré de près pour faire croire que nous étions proches, que je la soutenais dans son parcours de guérison. Et elle était là, racontant des mensonges à des étrangers pour de l'argent. Elle disait qu'elle avait été abandonnée par sa famille abusive. Qu'elle élevait le bébé seul. Qu'elle venait de perdre son emploi, faux, son appartement, également faux, et tout son système de soutien, vrai, mais mérité. Elle a écrit, ma sœur a même refusé de rencontrer mon bébé. Je fais tout toute seule. Sauf que la photo venait de l'hôpital. J'avais rencontré le bébé. Je l'avais tenu dans mes bras avant même son mari. Mais elle avait supprimé l'horodatage, effacé la vérité et fait de moi son accessoire. Ce n'était plus du désespoir. C'était du vol. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas appelé. J'ai constitué un dossier. Des captures d'écran de chaque mensonge qu'elle a raconté. Le texte du GoFundMe, la liste de cadeaux, son faux CV, le faux emploi qu'elle prétendait avoir, le vrai emploi qu'elle a essayé d'obtenir dans mon bureau, l'accord de garde temporaire, les SMS à la famille suppliant pour de l'argent, ce qu'elle a ignoré, ceux où elle promettait de tout rembourser et ne l'a jamais fait. Puis je l'ai envoyé à GoFundMe. Tout. Ils ont clôturé la campagne en moins de 2 jours. L'argent, près de 3000 $, a été remboursé. La page a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Mais les retombées n'étaient pas seulement numériques. Quelques-uns des donateurs étaient des gens qu'elle connaissait, une femme de son ancien studio de yoga, un professeur qu'elle avait eu au lycée, un ancien collègue de son mari. Ils ont pris contact, certains avec moi, d'autres avec elle. L'un d'eux, le professeur de yoga, a posté sur Facebook, j'ai fait un don à un GoFundMe pour une femme que je connaissais. Il s'avère que rien de tout cela n'était vrai. Elle a utilisé sa propre famille comme accessoire. C'est pour ça qu'il est si difficile de faire confiance de nos jours. Cette publication a été partagée, commentée. Discrètement, subtilement, son dernier cercle a commencé à s'effondrer. C'est là qu'elle est revenue en rampant. Elle s'est présentée chez maman tard dans la nuit. Pas de maquillage, pas de sac de créateur, juste le bébé dans un porte-bébé et un sac de course avec des couches et une demi-boîte de lait en poudre. Maman m'a dit qu'elle semblait plus petite, comme si la combativité en elle avait commencé à s'estomper. Elle a demandé à entrer. A dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Qu'elle ne cherchait pas d'aide, juste du repos. Maman l'a laissé entrer. L'a laissé s'asseoir. L'a laissé parler. Elle lui a tout raconté. Qu'elle savait que j'avais fait fermer la collecte de fonds. Que sa belle famille avait coupé les ponts. Que son mari commençait à pousser pour la garde exclusive. Elle a dit qu'elle avait peur de perdre le bébé. Qu'elle était enfin prête à changer. Puis elle a fait une erreur. Elle a demandé à maman de me parler. Pas pour s'excuser, pas pour expliquer. Pour me convaincre de lâcher l'affaire, d'arrêter de tout gâcher pour elle. Et c'est là que maman lui a dit la vérité. Elle a dit, Barbara n'a pas ruiné ta vie. C'est toi qui l'as fait. Elle a juste arrêté de couvrir tes arrières. Je n'étais même pas là, mais je pouvais l'imaginer parfaitement. Ce silence stupéfait dans lequel elle se plongeait toujours quand quelqu'un lui disait la vérité sans sourciller. Ce moment où elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas s'en sortir en argumentant. Le lendemain, elle a envoyé un message dans le groupe de discussion familiale. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'essaie de les réparer. Je n'attends pas de pardon, mais je veux faire mieux. Si quelqu'un veut voir le bébé, je serai reconnaissante. Sinon, je comprends. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas auto-apitoiement. Ça ressemblait vraiment à elle.
La plupart des gens n'ont pas répondu. Quelques-uns l'ont fait. Des messages courts. Jenny a dit qu'elle passerait avec des vêtements pour bébé. Oncle Rob a dit qu'il prierait pour elle. Tante Deb a envoyé un emoji pouce levé, ce qui pour elle est fondamentalement un traité de paix. Je suis restée silencieuse. Puis est venu l'email. Il était long. Elle parlait de thérapie, des réunions auxquelles elle allait, du travail qu'elle avait finalement trouvé dans une épicerie locale. Elle parlait de la honte, de ne pas se reconnaître. Elle disait qu'elle ne m'en voulait plus, qu'elle comprenait maintenant, qu'elle voulait que son fils ait un avenir, pas seulement parce qu'il le méritait, mais parce qu'il avait besoin de voir à quoi ressemblait la responsabilité. Elle disait qu'elle espérait qu'un jour je viendrais le voir, qu'elle garderait une place à chaque anniversaire, que je serais toujours la bienvenue si je changeais d'avis. Et vous savez quoi? Ça a presque marché. Mais ensuite je me suis souvenu de ce qui venait après chaque excuse, le prochain stratagème, le prochain mensonge, le prochain gâchis que je devrais nettoyer. La famille qu'elle a montée contre moi, l'argent qu'elle a volé à maman, la façon dont elle a utilisé mon visage pour appâter des étrangers en ligne. Alors, je n'ai pas répondu. J'ai attendu une semaine avant d'ouvrir à nouveau son email. Je l'ai lu 2 fois, j'ai réfléchi un moment, puis je l'ai supprimé. Pas de réponse. Je n'étais plus en colère. Ça s'était éteint des semaines auparavant. Ce que je ressentais était pire. Cette certitude sourde et constante que pour moi, c'était fini. Mais le reste de la famille n'en était pas encore là. Jenny est allée lui rendre visite 2 jours après le message de groupe. Elle a déposé des vêtements pour bébé et quelques courses. Elle a dit que l'endroit avait l'air propre, que le bébé était en bonne santé, que ma sœur semblait sincère, pas dans la performance, juste fatiguée, essayant. Quelques jours plus tard, tante Deb est passée avec une boîte de vieux jouets de son sous-sol. Oncle Rob a envoyé un petit chèque glissé dans une carte qui disait « Pour le bébé, pas pour toi ». Mon frère lui a envoyé un SMS neutre. Même maman l'a invité pour le dîner du dimanche. Juste elle et le bébé. Il n'y a pas eu de retrouvailles spectaculaires, pas de grands retours, juste de petits pas prudents et réticents, comme des gens tournant autour d'un animal sauvage qui pourrait encore mordre. Elle n'a plus demandé d'argent, n'a rien posté en ligne. Le GoFundMe était mort. L'Instagram est passé en privé. Elle a trouvé un vrai travail à temps partiel à mettre en rayon dans une épicerie. A commencé à prendre le bus. A cessé de prétendre qu'elle était quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle m'a envoyé un dernier SMS. Juste une ligne, merci de ne pas avoir complètement renoncé à moi. Je n'ai jamais répondu. Je ne la détestais pas, mais je ne lui faisais pas confiance. Et je ne me sentais pas coupable pour ça. Les vacances sont arrivées. Il y avait un projet discret de réunir tout le monde pour le réveillon de Noël. Jenny l'a organisé. Un petit dîner, pas de drame, pas de discours. Je n'allais pas y aller, mais maman m'a appelé la veille pour me demander si j'envisagerais de venir, juste pour le bébé. J'ai dit que j'y réfléchirais. Ce matin-là, je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai viré $1000 sur le compte de ma mère avec une note, pour le premier Noël du bébé. Utilise-le comme tu veux. Puis je suis resté à la maison. J'ai appris plus tard que le dîner avait été calme. Pas de tension, juste des sourires gênés et des conversations sans risque. Elle avait amené le bébé. Il portait un pull rouge que quelqu'un avait donné. Apparemment, il a souri tout le temps. Ils ont tous dit qu'elle était calme, différente. Pas guérie, pas réparée, mais qu'elle essayait. Ils voulaient que je le sache. Jenny a appelé et a dit, je pense qu'elle travaille vraiment sur elle-même. Peut-être, mais je ne suis toujours pas allé. Parce que même si elle changeait, je n'allais pas revenir en arrière. J'avais passé des années à nettoyer derrière elle, à mentir pour elle, à la couvrir. Je l'ai vu détruire des gens et sourire en le faisant. Ce genre de dommage laisse des marques. Même si elle reconstruisait sa vie parfaitement, la mienne portait les cicatrices de la sienne. Elle envoie encore des nouvelles parfois. Des photos du bébé. Des notes rapides. Elle a arrêté de me demander des choses, c'est la seule raison pour laquelle je ne la bloque pas complètement. Je ne lui veux aucun mal. Je ne veux simplement pas qu'elle s'approche de ma tranquillité. Et peut-être que c'est ça, la vraie fin. La famille lui a donné une dernière chance. Pas moi, et je ne pense pas que je le ferai un jour.